Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi 2 septembre 2024, c'est donc le premier numéro de ce 9e mois de l'année. Toujours le même enthousiasme, toujours le même plaisir de vous servir. Et tous les lundis, nous sommes très heureux d'être en compagnie de nos invités pour vous présenter cette émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et comme d'habitude, nous avons encore deux invités. Je m'en vais déjà vous présenter Ismaël Seydou Ganamé. Bonsoir. Bonsoir Arsène, bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision BF1. Je rappelle que Ismaël Seydou Ganamé est journaliste chez Face au 7. Et également notre deuxième invité, il s'agit de Madi Zongo. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. On est très content de vous recevoir. Je vais maintenant présenter le public qui est avec nous ce soir. Ce sont les équipes finalistes du tournoi Beobiga. Il y a deux équipes qui jouent les finales, Torino FC et Crochet FC. Ces deux équipes sont accompagnées par Yves Dondassé, qui est le secrétaire général à l'organisation de cette compétition, le tournoi Beobiga. Bien sûr, avec lui, au cours de cette émission, on va pouvoir discuter, échanger pour mieux connaître ce tournoi et connaître dans les jours à venir, le programme de cette compétition qui tire maintenant à sa fin. Et comme d'habitude, on va ouvrir ce magazine avec du football. Oumarou Sawadogo est élu président de la Fédération burkinabé de football. L'unique candidat à la succession de Lazare Bansé a recueilli 99,99% des voix. Ce sera donc lui qui présidera aux destinées de la FBF pour les 4 prochaines années. Le compte rendu de cette élection, c'est avec la voix de Benjamin Kwame. Avec un seul candidat en lice, l'enjeu de cette élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football résidait au niveau du score. Des électeurs avaient demandé de se passer du bulletin de vote pour acclamer le colonel Oumarou Sawadogo, un raccourci rejeté par la commission électorale. Les 210 votants devraient déposer un bulletin dans l'urne pour valider leur choix. Après le dépouillement, le résultat a été sans appel. Les suffrages exprimés sont au nombre de 205 voix. Nous avons compté 4 bulletins nuls correspondant à 5 voix, un bulletin blanc correspondant à 2 voix, et le candidat Sawadogo Oumarou a recueilli 203 voix, soit un taux de 99,02%. Le candidat Sawadogo Oumarou est déclaré élu président de la Fédération burkinabé de football. Élu sur la base du consensus, le président Oumarou Sawadogo a fixé le cap dès sa première prise de parole. Les électeurs ont mis leur confiance en notre équipe. Dès les 2 premières quinzaines du mois de septembre, il faut qu'on puisse lancer notre championnat national. Mais mes chantiers ne vont pas différer des 4 axes que j'ai présentés, notamment la bonne gouvernance, les infrastructures, la formation des acteurs du football et la recherche des moyens pour relancer vraiment notre football, parce qu'on en a besoin. Ce que je lance à ces acteurs, c'est continuer à nous faire confiance et que si nous sommes en train de dérailler, qu'ils nous rappellent à l'ordre. Durant le vote, Lazare Bansé cachait mal son enthousiasme. Une attitude inhabituelle pour un président qui s'apprête à perdre son poste à la Fédération burkinabé de football. Non, l'enthousiasme, c'est que pour une fois, et c'était ce que je souhaitais, tous les acteurs de notre football se sont réunis aujourd'hui pour voter le colonel-major Oumarou. Et si vous avez constaté, il a obtenu plus de 99% des voix. Ça veut dire que les acteurs du football se sont rassemblés derrière lui. Et ce que moi j'espère, c'est que pour les prochaines années, nous allons avoir un football avec tout le monde, moins de crise. Et ce sera, je pense, la reprise en main du football et certainement la renaissance de notre football. Il est le 5e militaire à diriger le football burkinabé après le colonel Félix Tiendarboum, le général Honoré Nabéré Traoré, le colonel-major Sita Sangaré et le colonel Soulé Mohamed. Beobiga! Beobiga!
Une élection avec donc 99,99% des voix. On n'a pas envie de dire que c'est un score à la soviète, mais bon, on ne pouvait pas s'attendre à plus que ça, vu qu'il était unique candidat à la succession de Lazare Monsé, qui a présidé aux destinées du football burkinabé pendant les 4 dernières années. M'a dit qu'avec ce score, si je peux dire ainsi, c'est la preuve que tout le Gotha du football burkinabé est désormais derrière un seul homme, le colonel-major Oumaro Sawadogo, pour la bonne marche du football burkinabé. On espère que ce soit ainsi et que les ralliements comme lui-même... Parce qu'on rappelle qu'ils auraient pu voter non. Oui, ils auraient pu voter non parce qu'au début de l'élection, le président de la commission était clair, la majorité absolue était requise pour être élu. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas eu la majorité, on serait dans une autre situation. Bon, Dieu merci. Pour le football, il a obtenu un score vraiment inégalé. Peut-être, je crois peut-être à l'élection de Sita Sangaré en 2012, puisqu'il était lui aussi candidat unique à l'époque, qu'on a eu un score comme ça. Mais ça ne veut pas dire que son élection souffre de quoi que ce soit, je pense. Mais ce que je voudrais surtout dire, je souhaite seulement que ces ralliements, comme le colonel lui-même l'a dit pendant la campagne, soient sincères. Que les gens soient venus vraiment pour travailler et non pas pour se dire, bon, on vient se réfugier en attendant mon tour. Si ce sont des ralliements sincères, évidemment le football burkinabé est aujourd'hui uni, parle d'une voix unique. Et en principe, on devrait pouvoir lancer de gros chantiers. Comme le colonel lui-même l'a dit, il a tellement de priorités. Et je crois que sa clarté a besoin maintenant d'être plus de clarté pour qu'on aille de l'avant. Parce que, très franchement, notre football a besoin d'un nouveau départ avec tout ce qu'on a vécu la saison dernière. Ismaël Seydou Ganame, vous avez la même lecture que Madi Zongo. Il faut que ces ralliements-là soient sincères. Déjà, je dirais que oui, il faut que l'aliment soit sincère. Il faut surtout que le colonel-major à la retraite, Oumaro Sawadogo, puisse être le dirigeant qu'il veut être, c'est-à-dire le dirigeant du consensus. Je dirais qu'avec plus de 99% des voix lors des élections, le plus dur commence pour le colonel-major à la retraite, Oumaro Sawadogo. Parce que là, les acteurs du football lui ont donné les rênes de la Fédération burkinabé de football. Maintenant, c'est à lui de mettre en place tout le programme, toute la stratégie qu'il a dévoilée ça et là, d'abord en conférence de presse de présentation, après lors des tournées dans les régions. C'est à lui maintenant de mettre en place ce programme-là. Il a dit qu'il veut prôner la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend une gestion efficiente des ressources, surtout une gestion transparente des ressources. Il ne faut pas que sa gestion de la fédération, on revienne aux crises qu'on a connues par le passé. Parce que le consensus voudrait que tout le monde soit écouté, que tout le monde soit autour de la table, que le dialogue soit prôné, que les échanges soient le maître mot de sa gouvernance et que tous les acteurs du football soient écoutés pour ensuite construire un football burkinabé comme on le veut. On ne va pas dire que le football a besoin, et le football burkinabé a besoin d'être repensé, mais le football burkinabé a besoin d'être réorienté. Parce que les années précédentes, on a vu que sur le plan des infrastructures, on est à la traîne, il faut le dire. On n'a pas une infrastructure sportive qui soit aux normes de la fédération et de la Confédération africaine de football. Sur le terme le championnat se joue, chaque année ça se joue, mais que dire de la formation? Comment est-ce qu'on arrive à préparer la relève pour l'avenir? Donc, c'est des aspects sur lesquels il va falloir travailler. Il a mis dans son programme Free Foot. Il va se pencher sur la bonne gouvernance, l'organisation du championnat, la formation. Et j'espère que ces 4 années, vraiment, on verra que les stratégies qui seront mises en œuvre nous amèneront à avoir vraiment une formation de qualité, des infrastructures de qualité, en commencer par la réouverture du stade du 4 août. Et je dirais tout simplement que le plus dur commence pour le colonel-major à la retraite Oumaro Sawadogo. Il a été plébiscité. Les acteurs lui ont donné
nous accorder la confiance, donc c'est à lui de jouer. D'accord. Madi, comme le dit un adage assez populaire, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il a, à l'écouter, donné 4 axes prioritaires: bonne gouvernance, formation, infrastructure et recherche de financement. Est-ce que selon vous, il touche du doigt là les problèmes les plus urgents du football burkinabé? C'est l'essentiel. Moi, à mon avis, le plus urgent, on a parlé de championnat, mais je pense que c'est vraiment l'assainissement du milieu, à mon avis. Parce que quand vous regardez ces 10 ou ces 20 dernières années, le football était devenu comme une caverne d'Ali Baba où chacun pouvait venir, pas se servir, mais en tout cas profiter. Regardez tous ces contrats, je ne dirais pas à l'emporte-pièce, mais en tout cas qui ne reposaient sur rien. Vous aviez des gens qui ont signé des contrats pendant des années qui n'ont pas fait, et vous aviez des fonctions qui ont été créées pour on ne sait quoi. Il y a trop de choses. Vous prenez des équipes nationales avec des intendants partout, des SG partout. En fait, il y a un personnel, pas inutile, mais en tout cas qui n'a pas toujours essayé, qui n'a pas toujours joué le rôle qu'il doit jouer. Je crois qu'on avait vu un début de solutionnement parce qu'il y avait un seul intendant pour tout le monde qu'on avait commencé à mettre. Ensuite, après l'assainissement du milieu, il y a aussi la gestion des ressources. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse par moment mettre autant d'argent dans certaines cérémonies, je ne dis pas inutiles, mais qui n'en valent pas souvent la peine. Alors qu'il y a de gros besoins quelque part. Si vous prenez, et là peut-être les infrastructures sont là, si vous prenez les 2 matchs qu'on va jouer à Bamako et à Dakar, le budget, ce n'est pas moins de 600 millions. Ce n'est pas moins de 600 millions qu'on met. Environ 300 millions pour chaque match. Pour chaque match. Environ 300 millions pour chaque match. Mais moi, quand je prends la liste de la délégation, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un. Je me dis, il y a par moment aussi des gens, on n'a qu'à me dire qu'est-ce que certains vont faire. Et ça continue. Prenez la délégation qui va aujourd'hui au Sénégal, vous allez trouver des noms, vous allez dire, mais attends, ces gars-là, ils vont faire quoi là-bas? Je ne dis pas départ. Il ne faut pas que les étalons continuent, les déplacements des étalons continuent de devenir des occasions de s'offrir de petites vacances à petit prix ou en tout cas à prix d'amis. Tout ça, il faut assainir. Il faut qu'on revienne à des choses plus orthodoxes. Que quand on dit Ganame va, voilà le rôle qu'il va jouer. Que quand on dit Arsène va, voilà le rôle qu'il va jouer. Mais on ne peut pas prendre, par exemple, dire liste, on met une structure et on en lit des noms. Sans vous dire c'est quoi il part faire. D'accord, Madi. Donc, voilà un peu. Non, mais Arsène, tant qu'on va continuer comme ça, ça va être. Ça commence par là. L'organisation des compétitions. Rapidement. Naturellement, mais ça, il faut aussi voir comment on fait. Comment on peut faire un championnat de 2e division à 24 équipes, à 12 là-bas, un championnat de football féminin à 14 équipes, il y a des D2, il faut arriver à mettre tout ça dans une certaine compétition et avec surtout des orientations. On va où avec? Il faut qu'il y ait des objectifs en organisant tout ça. La Ligue 1, est-ce qu'on évalue même son impact sur notre football? La Ligue 2, la Ligue 3, le football féminin, tant qu'il n'y aura pas un objectif à donner à tout ça, si on doit continuer à naviguer à vue, à mettre de l'argent, rien que les 300 et quelques millions pour organiser le championnat de D1, on ne sait pas comment. Il faut que chaque franc qu'on prend pour mettre quelque part, on se dise, voilà le résultat qu'on attend. Merci Madi. Très rapidement. Moi, j'aimerais juste réagir sur les objectifs qui s'est fixé le colonel-major à la retraite, Oumarou Saouadou. Au-delà de la transparence dans la gestion ou même des infrastructures, il y a un élément qui est très important, qui est très capital pour moi et sur lequel on va se tabler pour juger la qualité du règne du colonel-major. Ce sont l'organisation des championnats de petite catégorie. Depuis tout le temps, on nous dit oui, la formation est très important, il faut former la relève, alors que dans les faits, les centres de formation sont là, les petites catégories sont là, mais il n'y a pas de compétition. Et moi, je vais mettre un point d'honneur sur cet aspect-là et je vais
franchement, je vais juger la gestion du colonel-major à la retraite par rapport à l'aune de cette... Parce que un football, un championnat national, fut-il grand ou pas, on a besoin de formation. Quitte à amener les clubs, les grands clubs du championnat qui n'ont pas d'académie, à avoir des académies pour pouvoir organiser des championnats de petite catégorie. Il faut mettre en place une structure qui va gérer tout cela pour qu'on ait des championnats cadets, juniors, et que les jeunes puissent avoir de la compétition. Parce que c'est très, très, très important pour que notre championnat puisse être de qualité. Si la formation est de qualité et qu'il y a des championnats de petite catégorie, les jeunes sont en compétition, vous allez voir que quand ils arrivent en championnat, on aura du beau spectacle et les gens vont venir au stade. Merci Ismaël Sédou Ganamé. Oumarou Sawadougou s'en va, Lazare Bansé arrive, mais que peut-on retenir du bilan de ce dernier? C'est la question que nous sommes posée et c'est un mandat qui a connu beaucoup d'agitation et beaucoup de controverses dans notre football. Crise, clash, friction et guerre d'ego qui ont jalonné les 4 années de gouvernance. Bilan d'une gestion sous haute tension. C'est avec Maxime Ilboudou. Après la non-autorisation de la candidature du colonel-major Sita Sangaré, Lazare Bansé, ancien PCA de l'EFO, va se présenter à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Son programme est ambitieux pour l'avenir du football. Nous allons encadrer les clubs parce qu'il nous faut des clubs forts et puissants. Donc, par rapport aux clubs, j'ai pris l'engagement de doubler et de tripler dans un second temps les subventions que nous allons leur accorder. Ça, c'est un des axes majeurs. Maintenant, au niveau des ligues, nous allons construire des sièges fonctionnels pour les ligues. Les districts, nous allons les rendre fonctionnels. Et nous n'avons pas oublié les joueurs. Les joueurs, nous allons nous assurer de la régularité du versement de leur salaire. Nous allons bancariser les joueurs. Il faudrait qu'ils aient maintenant des bulletins de paie pour qu'ils puissent être crédités au niveau des banques. Élu le 20 août 2020 à Bobo Dioulasso, le climat va vite se détériorer entre membres de son comité exécutif. Le président Bansé va se séparer de certains membres pour divergence de point de vue. Son avocat expliquait le bien fondé de la décision. Le 8 avril 2018, la fédération a révisé ses statuts et a pris une décision innovante d'élire uniquement le président. 42 va être clair en disant que le président désigne les membres donc, du comité exécutif. Donc, si on donne le pouvoir au président de nommer, le pouvoir de nommer va également avec le pouvoir de révoquer. Cette crise sera résolue par la médiation du président du comité national olympique et des sports burkinabé, Jean Yamiogo. La fédération burkinabé de football qui était en crise depuis un certain temps vient de faire une réunion sur le bureau issu des élections de 2020. Mais le monde du football ne connaîtra pas la sérénité. Lazare Bansé l'a d'ailleurs rappelé à l'Assemblée générale de Koudougou le 20 août 2022. Revenir sur ces événements réveille en nous des souvenirs éprouvants. Mais j'ai la conviction de devoir les regarder avec responsabilité. Le pire était à venir. Toutes les décisions du comité exécutif seront désormais contestées, réclamant le remboursement de la bourse de l'État retenue par les compétitions de jeunes. Des clubs vont provoquer l'arrêt du championnat national 2023-2024 à 2 reprises. Il a fallu cette fois-ci l'intervention des autorités politiques et surtout coutumières pour permettre à la compétition d'aller à son terme. Sans surprise, Lazare Bansé a pris la décision de ne pas se présenter pour un nouveau mandat. On va maintenant écouter Lazare Bansé. On va faire d'une pierre deux coups et maintenant écouter Lazare Bansé sur ce que lui-même considère comme étant les points positifs de son mandat et on revient ensuite pour les discussions. Les 4 années passées ensemble, nous avons travaillé à obtenir de bons résultats. Au plan national, nous avons organisé tous les championnats, toutes ligues confondues, durant les 4 ans, malgré les modestes moyens dont nous disposons. Nous avons opté de faire des efforts pour le football féminin, par l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de développement du football féminin.
Sa mise en œuvre a permis d'apporter des innovations majeures, notamment l'institution du système de promotion-relégation qui n'existait pas auparavant. La création d'une Ligue 3, dont la phase nationale se jouera à 13 équipes. Revenant à la modestie des moyens, il est bon de noter que durant notre mandat, la FBF n'a pas bénéficié de la subvention annuelle de 350 millions de francs CFA allouée par l'État et destinée à soutenir l'organisation des différents championnats. Au plan international, les performances de nos équipes nationales offrent des motifs de satisfaction. On peut mentionner la participation des étalons seniors masculins à la phase finale de la CAN Cameroun 2021, ponctuée par une demi-finale, la qualification à la phase finale CAN Côte d'Ivoire 2023, la participation des étalons seniors féminins pour la première fois de leur histoire à une phase finale de la CAN au Maroc en 2022, la participation de l'équipe U20 masculine à la phase finale de la CAN 2021 en Mauritanie, ainsi que celle des étalons locaux à la phase finale du CHAN 2021 au Cameroun. La participation des cadets masculins à la phase finale de la CAN Algérie 2023, à l'issue de laquelle ils ont obtenu la médaille de bronze. La participation des cadets masculins à la phase finale du Mondial 2023 de la catégorie jouée en Indonésie en 2023. La médaille de bronze obtenue par les étalons U20 féminins au tournoi UFOA-B au Ghana en 2023. La médaille de bronze obtenue par les étalons U20 masculins au tournoi UFOA-B au Niger en 2022. La médaille d'argent obtenue par les étalons U20 masculins au tournoi UFOA-B en Côte d'Ivoire en 2023. La médaille d'argent obtenue par les étalons U20 masculins aux Jeux de la francophonie en RD Congo en 2023. La récente qualification des cadets masculins à la phase finale de la CAN 2025 après avoir remporté le tournoi UFOA-B. Et là maintenant on est beaucoup plus complet sur, en tout cas en ce qui concerne la gestion du Lazare Bansé à la tête de la Fédération burkinabé de football. On a d'une part, Madi Zongo, toutes les crises qu'il y a eu durant son mandat, les problèmes de primes, qu'il avait promis de doubler, après de tripler. On ne sait pas si ça s'est fait jusqu'à présent. La construction des sièges pour les ligues, il y a eu aussi beaucoup de promesses comme ça. Et il y a eu aussi tout ce qu'il a cité comme étant son bilan à lui, on voit que c'est essentiellement basé sur les performances des équipes nationales. Est-ce que quand on met tout ça sur une même balance, les performances des équipes nationales d'un côté et toutes les crises, les difficultés qu'on a eues de l'autre, est-ce que finalement on peut dire que Lazare Bansé a eu un bon mandat? Excusez-moi si je ris, parce que je me suis mis dans la peau de Oumarou Sawadougou. S'il regarde ces éléments, le début et la fin, ouais, il comprendra ce que le football. Vous voyez, le football est fait de bonnes intentions. Quand vous regardez le programme de Lazare Bansé, rien de tel. C'était le paradis après. Mais quand il était confronté à la réalité, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est un problème d'adaptation. Maintenant, par rapport à ce qu'il avait promis, ben ça, c'est toutes les campagnes. Si vous lisez Clarté, c'est comme ça aussi. Hein. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a Free Foot aussi du colonel-major Oumar Sawadougou qui fait aussi des promesses. Voilà. Donc, mais la réalité du terrain vous rattrape rapidement. Vous voyez, M. Lazare Bansé a dit, durant notre mandat, nous n'avons pas eu les 350 millions pour organiser. Or, l'État a promis 350 millions, il n'a pas donné. Donc, il a dû se débrouiller comme il peut pour le faire. Est-ce que ça sera le cas pour le colonel Sawadougou? Je ne le souhaite pas. Mais en termes de résultats sportifs, je pense que ce n'est pas aussi mal que ça, surtout sur le plan international, même si on ne peut pas enlever les déboires de Boaké avec ce qui s'est arrivé, et le climat délétère, parce qu'au sein des États, c'était beaucoup plus un climat délétère que un manque de résultats sur le terrain. Mais on sait aussi pourquoi, quand ça ne va pas derrière, ben, naturellement, les feux vont prendre feu. Donc, mais
est-ce que Lazare Bansé a réussi? Je ne suis pas juge du résultat, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a du positif dans ce qu'il a fait, parce que quand même, on a eu des médailles, des sorties positives, etc. Mais je pense que par rapport à ce qu'il avait promis, par rapport aux projections qu'il avait eues au début de son mandat, peut-être que lui-même trouvera que c'est insuffisant. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on continue avec le colonel Sawadogo pour voir ce que ça va donner, parce que c'est un problème de complément et j'espère que le colonel Sawadogo rapportera encore plus. Ismaël Sédou Ganamé, vous, quelle lecture vous faites de ces 4 années de gestion de Lazare Bansé à la tête de la FBF? Déjà, il est bon ou pas? Si on va mettre dans la balance ce qui est positif et ce qui est négatif, on se rend compte que le négatif prend le pas sur ce qui est positif. On enlève les bilans des équipes nationales au niveau international. En CAN, KD, Junior, UFOA-B et autres, Jeux de la francophonie, on se rend compte que le bilan n'est pas aussi extraordinaire qu'il y paraît. Au départ, il a eu de bonnes intentions, il y a eu de bonnes idées qui avaient été proposées. Et c'est comme on dit, un dirigeant, il a des idées. Et c'est son entourage, c'est son équipe qui lui permet de matérialiser ces idées-là en fait. Et lui, il est arrivé à un moment donné, il s'est confronté à plusieurs crises. Et on va pas dire qu'il est le seul responsable de ce qui a été constaté comme crise au sein de la fédération, mais on va dire que c'est en partie lié à sa gestion qu'il y a eu toutes ces crises-là. Et je ne sais pas, peut-être dans 10-15 ans, et quand on va parler du mandat de Lazare Bansé à la tête de la Fédération burkinabé de football, on ne culturera pas ces crises-là. Et on retiendra surtout que c'est sous Lazare Bansé que le championnat burkinabé a été suspendu 2 fois la même année. Vous savez qu'en termes de bilan, je ne sais pas si ça peut remplacer tout ce qui a été fait de façon positive de la part de Lazare Bansé. Je retiens également une chose que c'est dans son programme, il avait dit on va organiser les championnats de petite catégorie, on va réorganiser, restructurer les clubs, on va bancariser les joueurs, etc. etc. Est-ce que les joueurs ont été bancarisés? Est-ce que sensiblement, est-ce que les clubs ont été réorganisés? Est-ce que il avait de petite catégorie, la construction des sièges pour les ligues et les districts. Justement, et sur ça, on se rend compte que c'est juste cette année qu'on a lancé la construction du siège de la Fédération burkinabé de football. Et c'est lors de ce lancement, il a dit qu'on est en train de travailler à faire en sorte que les ligues aient des sièges. C'est-à-dire que durant les 4 années, tout ça n'a pas été mis en place et c'est vers la fin de son mandat qu'il dit qu'on est en train de travailler pour mettre en place les sièges de la Ligue. C'est-à-dire que à titre personnel, quand je juge, en termes de gestion, je ne dirais pas que Lazare Bansé, c'est l'un des présidents qui aurait marqué l'histoire de la Fédération burkinabé de football, les crises, les promesses non tenues. Donc ça fait qu'on a un goût amer vis-à-vis de ce bilan-là. On espère que le nouveau bureau qui a été mis en place saura s'adapter, saura surtout tirer les leçons de ce qui a été fait par le passé, pour qu'on ne revive pas les mêmes situations. Parce que, comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est le fait de faire la même chose et d'espérer un autre résultat. Donc, on va espérer qu'ils ne vont pas faire la même chose. Et s'ils font la même chose, on sera toujours dans cette même situation. D'accord. Madi. Le mandat de Lazare Bansé, c'est comme le bébé qui est malheureusement excusé, qui est né malade. Puisque dès la première journée du championnat national en 2020, il y a eu les boycotts. Et ça annonçait déjà les couleurs. Ben voilà, et c'est ça qui a continué. Donc la crise est née avec... On a l'impression que c'est son installation qui a été la seule bonne période de son mandat. Peut-être aussi, son départ aussi, parce que vu comment ça s'est passé, on peut se dire que c'est une fin assez heureuse quand même. Mais bien sûr, lui en tout cas, il était content quand... Rapidement. Vous savez, le stade du 4 a été suspendu en 2019. Mais c'est la rénovation, on l'a débuté sous le mandat de Lazare Bansé. Et durant les 4 années, jusque-là, on n'a toujours pas de stade du 4 août. D'accord, mais on a déjà organisé un entraînement des étalons au stade municipal, c'est peut-être pas mal aussi. Mais bon, on va passer à autre chose. Est-ce que ça peut remplacer tout ce qui est... On va passer bien sûr à autre chose. On attendait... non,
le temps que je puisse me retrouver un peu dans mes notes parce que là, je suis un peu perdu. Voilà, je me suis retrouvé. 6 septembre et 10 septembre, les 2 prochaines sorties des étalons, le sélectionneur national a fait appel à 25 joueurs, une liste avec quelques surprises, notamment le retour du Hervé Kofi, des jeunes prometteurs, Kader Ouattara, Ousmane Kamara et Mohamed Yabré sont appelés par Brahma, mais toujours pas de Bertrand Traoré ni de Issoufou Dayo. On va voir la composition de cette liste. C'est un élément qui porte la voix de Roméo Koïta. Les étalons du Burkina Faso se déplacent le 6 septembre à Dakar pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal avant de recevoir les Flames de Malawi le 10 septembre sur la pelouse du stade du 26 mars à Bamako. Le sélectionneur national Brahma Traoré a fait appel à 25 joueurs pour défendre les couleurs du pays. Nous avons Hervé Kouakou et Kofi, Ouedraogo Safiane Farid, Nikima Kylian Basbar. Nous avons Edmond Tabsouba Faisal, nous avons Djiga Yakouba Nasser, nous avons Yago Steve Farid, nous avons Adamo Nagalo, nous avons Issa Kabore, nous avons Ouedraogo Mohamed, nous avons Trova Bouni Dupanga, nous avons Yabré Mohamed. Invité à donner des explications sur l'absence des anciens capitaines des étalons, Brahma Traoré a préféré mettre l'accent sur l'action collective plutôt que sur les apports individuels. Ce sont des choix que nous avons eu à faire en tenant compte des 2 premiers matchs des éliminatoires. Vous savez tous que le Sénégal, c'est une grosse équipe. Donc nous devons avoir une très bonne équipe sur le plan de la récupération du ballon et également sur le plan offensif à pouvoir ouvrir des brèches pour aller rapidement vers l'avant. Le football aujourd'hui se fait à 11 et nous voulons vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vaincre les adversaires qui se présenteront à nous. Vous avez parlé de certains joueurs qui ne sont pas là et qui ne sont pas là depuis mon arrivée. Et je pense que nous sommes en train de mettre quelque chose en place pour pouvoir représenter valablement le Burkina Faso. Mais les résultats ne plaident pas en la faveur du sélectionneur. Depuis son arrivée à la tête du 11 national, il n'a pas enregistré la moindre victoire en 4 sorties. Concernant ses contre-performances, il tente de se défendre. Vous n'êtes pas sans ignorer que les 2 premiers matchs, c'était des journées FIFA où on nous avait demandé d'essayer les jeunes joueurs qu'on avait eus au niveau des juniors, des espoirs, et aussi de voir si on peut, dans le championnat, trouver d'autres joueurs pour les faire valoir. C'est vrai, nous avons perdu contre l'Égypte en Égypte, mais bon, personne n'a eu à dire que l'équipe en deuxième mi-temps avait pu faire beaucoup de progrès. Voilà, donc à Bamako, nous avons certes marqué 2 buts, mais ça a été un peu difficile vers la fin du match de tenir le match et à 4 minutes, nous avons encaissé. Mais je pense que ce sont des choses à corriger. Les étalons vont effectuer un stage du 1er au 4 septembre à Bamako avant de s'envoler pour Dakar pour disputer le match du 6 septembre. Ils reviendront dans la capitale malienne le lendemain pour attendre de pied ferme les Flames. Et comme le disait Roméo Koïta à la fin de ce reportage, les étalons du Burkina Faso sont déjà en stage à Bamako au Mali depuis hier, 1er septembre. Et des dernières infos qu'on a, il y a déjà 11 joueurs qui ont pris part à l'entraînement du jour. Certains sont attendus dans la nuit aujourd'hui du côté de Bamako. Alors avant de rejoindre la capitale malienne, Edmond Tabsouba était à Ouagadougou ce week-end. Il s'est prononcé en tout cas sur les 2 prochaines confrontations, d'abord face au Sénégal et aussi face au Malawi. On l'écoute et ensuite on revient. Le Sénégal, c'est une grande nation et aussi le Malawi, on ne doit pas les négliger. Et tout d'abord, on doit essayer d'avoir un bon résultat au Sénégal pour pouvoir entrer bien dans la qualification et pourquoi pas aller décocher les 3 points là-bas. Un Sénégalais nous a dit qu'il faut que les Burkinabés viennent avec une valise. Bon, ça dépend de ce que la valise va contenir. Mais de toutes les façons, on va là-bas pour avoir un bon résultat.
et aussi revenir avec un bon résultat comme je l'ai dit. Et voilà quoi, c'est le premier match et je pense que tout est encore ouvert. Ils ont toujours été bien depuis le début et je pense que chaque coach a son caractère et aussi a sa manière de voir les choses. Alors voici donc pour la liste des étalons des 25 retenus par Brahma Traoré pour affronter le Sénégal le 6 septembre et le Malawi le 10 septembre. On a aussi la réaction de Edmond Tapsoba qui est l'un des leaders de cette équipe du Burkina Faso. Je crois qu'on est beaucoup plus complet sur aussi ce fait. Ismaël Seydou Ganamé, déjà comment vous appréciez la liste? Il y a des nouveaux, il y a des anciens qui reviennent aussi, notamment Hervé Kofi. Finalement, quelle appréciation globale de cette liste de Brahma Traoré? Cette liste, elle comporte des forces et des faiblesses. Les forces, pour moi, c'est l'intégration des jeunes joueurs que Brahma essaie de faire avec Abdoul Kader Ouattara, Ousmane Kamara, qui sont des jeunes joueurs à fort potentiel pour moi, qui peuvent être la relève de demain. Il y a également l'entrée de Yabré, de la SEC, dans cette liste-là, qui en termes de perspective et en termes de construction, des étalons, c'est de bonne guerre pour moi. Il y a également aussi l'arrivée de Hervé Kofi, le retour de Hervé Kofi qui, de par son expérience, son vécu et sa capacité à être le leader défensif de cette équipe-là, peut apporter une plus-value à l'équipe parce qu'on l'a vu lors des dernières sorties. Derrière, ce n'était pas l'assurance tout risque. Sur tous les matchs que Brahma a disputés, les 4 matchs qu'il a disputés, à chaque fois on a encaissé. On n'a pas vu cette solidité défensive-là. On espère qu'avec le retour de Hervé Kofi, le chat, on pourrait retrouver cette solidité défensive-là. Et la faiblesse pour moi, c'est l'absence de Bertrand Traoré. Je l'ai dit, on ne va pas refaire le débat sur la qualité du joueur. Bertrand Traoré, c'était jusqu'à la CAN 2022 le capitaine des étalons. C'est un joueur qui est expérimenté, qui a connu certes des pépins physiques ces dernières années, mais qui, depuis la CAN, après son passage à Villarreal et maintenant à l'Ajax, qui est en train de revenir, qui est en train de retrouver une forme optimale. Je ne dis pas que c'est le Bertrand qu'on a connu à ses débuts, mais c'est un Bertrand qui, à mon avis, de par son expérience, sa qualité, aurait pu apporter à cet effectif-là. Donc, je dirais que la faiblesse de la liste, pour moi, se situe surtout dans l'absence de Bertrand Traoré, qu'on ne l'explique pas, qui est toujours exclu pour problème d'indiscipline à cause, et aussi Issoufou Dayo. Brahma Traoré, je ne sais pas ce qu'il est en train de concocter avec cette équipe-là. Il a dit dans son intervention que lors des précédentes sorties, personne n'a souligné le fait qu'en deuxième mi-temps, on a été bon. Mais on a également souligné qu'en première mi-temps, on a été ridicule, à la limite. On a pris l'eau face à l'Égypte. Et en deuxième mi-temps, contre la Sierra Leone, c'était l'inverse. On a également sombré en deuxième mi-temps. Et jusque-là, on ne sait pas quelle est la patte Brahma Traoré sur cette équipe-là. On ne sent pas une équipe qui est en train d'évoluer. Et cette liste-là, bien que contenant des forces, nous laisse assez dubitatifs quant à la qualité des étalons à faire face au Sénégal, qui n'est pas une petite nation africaine non plus. D'accord, merci. Madi, oui. Appréciation globale sur cette liste de Brahma Traoré. Non, si on enlève la polémique Bertrand Issoufou Dayo, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, les jeunes qu'il a appelés, c'est sans doute pour l'avenir. Pour lui-même, il a dit que les 2 premiers marchés, il avait appelé les enfants, donc sans doute, s'il ne les a pas rappelés, c'est chouchou. Mais je crois que cette liste, quand on fait le répertoire, si on enlève les 2, on se dit qu'il n'y avait pas, il n'y a peut-être pas mieux. Il y a sans doute des jeunes burkinabés talentueux quelque part, mais encore faut-il les dénicher. Mais je pense que pour ces 2 matchs, c'est surtout l'inconstance de l'équipe qui est le problème. Que ce soit contre l'Égypte. Parce qu'une équipe, une équipe ne peut pas avoir 2 visages en un seul match et espérer un résultat. On est bon en première, mauvais en deuxième. On est bon en deuxième, mauvais en première. Forcément, ça ne marche pas et on a vu le résultat. On n'a gagné aucun match. Contre l'Égypte, on a perdu. Contre la Sierra Leone, c'est encore pire. On a fait 2-2 après avoir mené 2-0. Donc, je crois que c'est surtout l'inconstance de cette équipe-là qui pose
problème et ça doit être ça le casse-tête de Brahma Traoré et de son staff. Comment faire en sorte que cette équipe-là puisse rester concentrée? Parce que c'est un problème de concentration. Tous les buts qu'on prend, ce soit un problème de concentration, un problème de placement. Rarement, notre défense a été débordée. Quand on regardait le but tout de suite, tu te dis comment un défenseur peut se laisser dévancer de la sorte. Donc, il faut résoudre ce problème de concentration. Naturellement, il faut que les attaquants aussi puissent avoir plus de construction, plus d'allant pour déstabiliser, parce que le but qu'on a marqué contre l'Égypte, bon, on peut dire merci au gardien de but pour sa mauvaise sortie, mais ce n'est pas comme ça qu'on continuera de marquer des buts. Deux phrases. Deux phrases. J'aimerais rebondir un peu sur... vous savez, dans la construction de l'équipe de Brahma Traoré, sur le plan défensif, on se rend compte qu'on a de très très bons joueurs, surtout dans l'axe central avec Nagalo, Edmond et puis Nasser Djiga. Et sur les ailes également, on n'est pas délaissé. C'est-à-dire que le problème surtout, c'est de créer de la cohésion entre les différentes lignes, le milieu et les défenseurs, pour qu'il y ait cette communication entre les deux lignes, pour que la stabilité puisse régner lors des matchs sur l'ensemble, sur 90 minutes. Sinon, sensiblement, quand on prend le milieu et la défense, on se rend compte que on est quand même bien loti, mais devant, c'est beaucoup plus difficile. Mais sinon, derrière, sur cette liste-là, on est parfait. Il faut maintenant à Brahma Traoré qui trouve les mots pour créer de la cohésion dans cette équipe-là, pour qu'on puisse être beaucoup plus solide. C'est en cela le retour de Hervé Kofi, si tant est qu'il joue. Qu'il soit présent va être une plus-value pour cette équipe. Vous avez fait plus de deux phrases, mais je vous pardonne ça, il n'y a pas de souci, je comprends. Je crois que ça a été très important pour nos téléspectateurs. On attendait plus d'éclaircissements. On va parler maintenant de transferts. Sur les dernières heures du mercato, il y a eu des transferts, des Burkinabés surtout. On attendait plus d'éclaircissements, surtout sur la situation de Issa Kaboré. On a désormais ces éclaircissements. Le joueur de Manchester City est prêté une nouvelle saison au Benfica Lisbonne jusqu'en 2025. Issa Kaboré connaîtra, je crois, son 5e club professionnel depuis son arrivée en Europe en provenance de Raimo FC. Adamo Nagalo s'est quant à lui offert un transfert définitif au PSV Eindhoven en première division hollandaise en provenance de Nordland au Danemark. L'international burkinabé signe pour 5 saisons. Le coût du transfert de l'international burkinabé de 21 ans est estimé à environ 7 millions d'euros plus 3 autres millions en options. Voici donc pour le point de ces deux derniers Burkinabés internationaux transférés lors des dernières heures du mercato. Kaboré, pour vous, est-ce que c'est la chance de l'explosion? Le Portugal, surtout avec Benfica. Et Adamo Nagalo, d'abord Kaboré, allons-y. Pour Issa Kaboré, franchement, c'est la nouvelle que nous attendions depuis le début de ce mercato. Parce que quand le mercato il a commencé, on a entendu des rumeurs Luton, on a entendu des rumeurs... Everton, rien, ça ne s'est pas fait. On pensait que Issa Kaboré allait rester à Manchester City. La semaine passée, on faisait le débat sur le temps de jeu des joueurs. On a évoqué le fait que s'il restait à Manchester City, ça allait être compliqué pour lui de jouer. Et le fait d'aller dans une équipe qui n'est pas Manchester City, mais qui est une grande équipe, qui a une histoire, qui est une grande équipe au Portugal, et qui va lui permettre sans doute de jouer beaucoup plus qu'il ne va jouer à Manchester City. Je pense que c'est un bon choix. À la limite, j'aurais pensé ça aurait été un transfert sec parce que ça fait plusieurs années qu'il tourne. Plusieurs prêts, Marseille, Luton, d'abord voilà. Malines aussi. Absolument. Ça ne permet pas, les prêts, ça ne permet pas à un joueur de se stabiliser, d'être dans un projet moyen long terme dans une équipe qui lui permettra de gravir des échelons. Tu pars à Troyes, tu vas à Marseille, ensuite tu pars à Luton, ensuite à Benfica. À quel moment tu te stabilises? À quel moment tu deviens un joueur de club avec une vision long terme? Donc là, c'est le petit point négatif de ce transfert-là. Sinon, le choix de Benfica, c'est un bon choix pour moi. D'accord. Madi a peut-être envie de réagir très rapidement sur la situation de Issa Kaboré et puis par la suite aussi sur la nouvelle destination de Adamo Nagalo qui un temps était annoncé du côté de l'Angleterre, parfois en France, mais finalement c'est aux Pays-Bas qu'on le retrouve. Non, je crois que c'est la porte d'entrée. Vous savez, pour les joueurs nordiques, il faut toujours, c'est d'abord les Pays-Bas, ensuite vous partez parce qu'en Europe, ce sont des filières. Hein. Les joueurs, ils partent pas suivre des filières, généralement Suède, etc. Tous les pays Norvège, généralement, ils passent par les Pays-Bas
un peu comme les Brésiliens qui passent d'abord par le Portugal, les Africains qui passent par la France, etc. Donc ça, et je pense qu'il a fait un bon transfert. Si on l'a acheté à 7 millions d'euros, c'est qu'on a supposé quand même qu'il a un bon potentiel. Maintenant, pour Issa Kaboré, je pense qu'il est temps pour son agent de dire à Guardiola, dis-moi la vérité, où tu as besoin de lui et il reste, où tu n'as pas besoin de lui, où tu le transfères. Parce qu'il ne peut pas se balader comme ça et être un joueur, parce que par fini, il n'aura aucune carrière, parce qu'une saison ici, là-bas, une saison là-bas, une saison... Mais je redis que c'est parce qu'on sent qu'il a un certain potentiel que si tu ne veux pas le vendre, sinon il aurait vendu, ils l'ont acheté à 5 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup d'argent pour eux. Mais ils sentent qu'il a un fort potentiel parce qu'il est très offensivement, il est très bon, mais la concurrence est telle qu'il ne peut pas s'imposer. Maintenant, il faut lui trouver les moyens, si on pense qu'il peut exploser, l'entraîneur a la possibilité de trouver des tuyaux pour qu'il puisse percer, même si dans un club comme City, ce n'est pas un club où on fait des essais. Deux phrases encore. Sur le transfert d'Adamou Nagalo, oui, je vais essayer de faire les deux phrases. Sur le transfert d'Adamou Nagalo, je pense que c'est une progression qui n'est pas une très grande progression, mais une progression qui va lui servir dans l'avenir. Vous savez que les joueurs qui jouent le plus aux Pays-Bas sont beaucoup plus observés, sont beaucoup scrutés. Et Nordsjælland, c'est vrai que c'est un bon club du championnat danois, mais ce n'est pas un club qui peut être le tremplin pour un joueur pour viser les sommets. Le fait d'arriver au PSV, qui est également un des grands clubs des Pays-Bas, et surtout, ils ont fait le forcing pour l'avoir, parce que le transfert, on l'a annoncé depuis il y a un mois. Les négociations ont traîné, le Nordsjælland réclamait 12 millions, ensuite ils se sont accordés sur 7, 10, plus 3 millions de bonus. Donc c'est dire à quel point Adamou Nagalo est intéressé à PSV. Donc c'est dire que c'est une ligne directrice de progression pour pouvoir viser les sommets plus haut. Ne pas sauter les étapes, c'est très important pour un joueur. À de Nordsjælland au PSV, pardon, c'est bon. C'est bon. Pour la deuxième édition du tournoi Orange Football de l'opérateur de téléphonie mobile Orange Burkina, c'est Star FC de Koudougou qui est sacré. La team de la Cité du Cavalier Rouge s'est imposée 1-0 au tir au but. Oui, la team du Cavalier Rouge s'est imposée 1-0 au tir au but ce dimanche 1er septembre 2024 face à l'équipe TSR de Bobo Dioulasso. Star FC remporte grâce à ce succès 1 500 000 francs CFA. Maxime Ilboudo nous en dit plus. La finale du tournoi Orange Football entre New Star de Koudougou et TSR de Bobo Dioulasso sur le terrain de l'hippodrome à Nonsin a été un match à suspense. Dans ce bras de fer où les acteurs, dans leur volonté de s'adjuger le trophée, ont confondu vitesse et précipitation. Aucun but ne sera marqué à la fin du temps réglementaire. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux prétendants au titre. Dans cet exercice, Abdul Aziz Ilboudo va inscrire le seul but pour New Star de Koudougou. Abdul Aziz Ilboudo, Abdul Aziz qui va nous amener le ballon au fond des filets. Koudougou te regarde, Madame Takwano te regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son élan, il tire et c'est L'équipe de Koudougou s'adjuge le trophée et la somme d'1 500 000 francs CFA. La réalisation d'un rêve selon le buteur du jour. L'équipe de Ouagadougou est bien demandée. Vraiment, on a travaillé. L'équipe de Ouagadougou, s'il vous plaît. L'équipe de Ouagadougou. On avait vraiment le cœur à remporter ça. Edmond Tapsoba, la star du Bayern Leverkusen, était l'invité d'honneur de ce rendez-vous des vacances. Je les remercie pour le soutien et aussi de ne jamais cesser de croire en eux. Parce que je me dis que quand tu perds la confiance en soi, personne n'aura confiance en toi. Et le travail et aussi écouter le conseil des aînés. Cette deuxième édition de ce tournoi Orange Football est une réussite selon les promoteurs. C'est une grande réussite, vraiment. Comme on dit, c'est la jeunesse qui gagne, c'est tout le Faso qui gagne. Avoir quand même 24 équipes qui se sont battues et que ce dénouement finisse par aller avec le trophée au niveau de Koudougou, c'est vraiment un grand bravo pour l'équipe du Centre-Ouest, vraiment qui a bien joué, qui n'a vraiment pas démérité. Les autres également se sont bien défendus, mais il fallait un vainqueur, donc vraiment c'est une grande réussite pour une deuxième édition. En fait, il y a eu 3 grandes villes, on va dire Ouaga, Bobo
et Koudougou. Voilà. En tout un mois, ça a tourné parce que c'est plusieurs agences. Il faut compter qu'on a 8 régions avec différentes équipes à l'intérieur. Finaliste malheureux, TSR de Bobo Dioulasso a reçu 750 000 francs CFA. L'équipe de Ouagadougou complète le podium et empoche 500 000 francs CFA. Des prix individuels ont été distribués également aux meilleurs participants. Alors, comme je l'annonçais en début d'émission, nous sommes accompagnés par les équipes finalistes du tournoi à Beogbiga. Il s'agit de Torino FC et de Crochet FC. Ce sont les deux équipes qui ont réussi à se classer en finale. Et donc, Yves Dondassé, qui est le secrétaire général à l'organisation, est avec nous. Bonsoir Yves Dondassé. Et dites-nous, vous pouvez nous présenter un peu rapidement la compétition. Bonsoir à scène, bonsoir public, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de BF1. Donc, il faut dire que le tournoi Maracana Beogbiga est un tournoi organisé au profit des jeunes frères de moins de 14 ans et de moins de 15 kilos et de 45 kilos plutôt. Voilà. Et ce tournoi également connaît sa 6e édition, voilà, pour cette année 2024. D'accord. Et combien d'équipes ont pris part à cette 6e édition? Donc, il faut dire que pour cette 6e édition, nous avons eu 12 équipes au départ. Et actuellement, nous avons Torino FC et Crochet FC pour la finale. D'accord. Est-ce que pour les années à venir, vous comptez accueillir beaucoup plus d'équipes? Oui, il faut dire qu'au départ, en fait, on aurait voulu avoir plus d'équipes. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, le tournoi Maracana Beogbiga est organisé pour les moins de 40 ans et moins de 14 ans également. Donc, il y a beaucoup d'équipes en fait, qui ne peuvent pas répondre à ce critère-là. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Et les équipes finalistes, est-ce qu'il y a l'une d'entre elles qui a déjà joué la finale lors des précédentes éditions? Je pense que oui, parce qu'il y a Crochet FC qui est champion, non? Champion une fois. Ok. Voilà. D'accord. Donc, elle va essayer de rééditer l'exploit encore en devenant l'équipe championne cette année encore. Quelles sont les dates clés à venir de cette compétition? Il y a déjà peut-être la date de la finale et la date de la petite finale s'il y en a. Voilà. Donc, la finale est prévue pour le 8 septembre. Sur le terrain de l'Asfa Yenenga. Et la petite finale est prévue pour le samedi 7 septembre, à partir de 15 h. D'accord. Un mot à l'endroit du public peut-être? Est-ce que vous avez un mot, une invitation à l'endroit du public? C'est dire aux gens de sortir massivement, parce que le projet Beogbiga est venu en fait pour donner un message de résilience, voilà, et vu le contexte sécuritaire que nous vivons actuellement. Donc sortez massivement, engageons-nous derrière Beogbiga, parce que c'est le Burkina qui gagne. Merci beaucoup Yves Dondassé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général à l'organisation du tournoi Maracana Beogbiga qui est organisé pour les moins de 14 ans et les moins de 45 kilos. C'est bien ça. Bien ça. Merci à vous d'être venu. Merci aux deux équipes finalistes. Merci également à Madi Zongo. Merci Arsène. Très heureux de vous avoir encore. Bien sûr, en espérant de vous avoir lundi prochain encore avec nous. Merci également à Ismaël Seydou Ganamé. On est très heureux aussi d'être avec vous. Très heureux aussi également d'être sur le plateau de BF1. C'est toujours un plaisir de parler football. Merci beaucoup. Si c'est sur BF1, c'est encore plus. Et merci aussi à vous, cher public, de nous avoir suivis. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Arsène Konditamné sur Facebook, Twitter et aussi Instagram. Likez, partagez, abonnez-vous pour nous donner plus de force. Merci et stay safe à lundi prochain.